Chapitre, c'est le chapitre qu'on appelle le chapitre 0, qui est juste un rappel des résultats de mécanique quantique. Ces rappels, nous allons les utiliser directement dans le cours de spectroscopie. La mécanique quantique, on l'a vu, c'est une théorie physico-mathématique qui a permis de décrire l'évolution dans le temps et dans l'espace des particules subatomiques. Alors que la spectroscopie moléculaire est une discipline purement expérimentale. Donc nous allons combiner ces deux, la spectroscopie et la mécanique quantique, surtout utiliser la mécanique quantique pour expliquer ce qu'on voit dans le domaine expérimental. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que la spectroscopie? La spectroscopie moléculaire, c'est l'étude des phénomènes liés à l'absorption, à l'émission de la lumière. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie de la lumière de la matière sur la matière et à partir des résultats, à partir de ce que nous observons, nous essayons de déduire les propriétés de la matière. Bien sûr, comment? Pour expliquer ces phénomènes que nous observons, nous allons utiliser la mécanique quantique. Quelle mécanique quantique? Toutes les lois que nous avons vues dans les années précédentes. Donc, c'est deux théories qui vont de pair. La mécanique quantique nous permet d'expliquer ce que nous voyons dans les résultats expérimentaux, bien sûr. Et de ce fait, on a eu un développement fulgurant de la spectroscopie moléculaire avec l'apparition de l'ordinateur, donc qui permet de faire des calculs colossaux. Donc, on utilise la mécanique quantique pour expliquer la spectroscopie moléculaire, pour expliquer ce que nous voyons à partir de l'expérience. Donc, l'évolution, c'est cette évolution de la mécanique quantique qui a permis un développement important de la spectroscopie moléculaire. Donc, à la fin du 19e siècle, on avait vu qu'on utilisait toujours la mécanique classique, mais on ne pouvait plus. Il est arrivé un moment où on a atteint les limites de cette mécanique classique. Il fallait une nouvelle mécanique. Et cette nouvelle mécanique a été c'est la mécanique ondulable. L'une des premières relations de la mécanique quantique, c'est la relation empirique de Balmer qui a permis de relier les longueurs d'onde du spectre, qui a permis de déterminer les longueurs d'onde des raies de l'atome dans le visible. Et bien sûr, ensuite, il y a eu Max Planck qui a mis en évidence la nature corpusculaire de la lumière, confirmé la nature corpusculaire de la lumière. Et ensuite, Louis de Broglie qui mis en évidence, qui confirme la dualité onde-corpuscule en associant à toute particule matérielle subatomique une longueur d'onde qu'on appelle la longueur d'onde associée. Cette hypothèse sera confirmée par l'hypothèse de Louis de Broglie. Ensuite, il y a le principe d'insulte d'Heisenberg, qui traduit la notion ondulatoire de la lumière, et c'était le début de la mécanique quantique. L'équation de Schrödinger est le principe fondamental de cette mécanique quantique. Posant ici de RT de la position, on peut séparer les deux fonctions pour dire que les deux parties sont indépendantes. Pour une partie se déplaçant sur là, si on prend juste à gauche, cette partie ne dépend que du temps, à droite, cette partie ne dépend que des coordonnées spatiales, cette égalité ne sera possible que sur une constante. Donc on peut bien écrire moins h bar carré 2m psi sur x carré plus v explicite est égal à 1 psi. De ce fait, en posant V, en posant H comme Hamilton, nous avons l'équation simplifiée de Schrödinger. La résolution de cette équation de Schrödinger permet d'avoir et la fonction d'onde et l'énergie de la à décrire l'état. Si on l'a dit et redit, l'équation a de solution exacte pour les systèmes à une particule, pour les systèmes à plusieurs particules, les systèmes complexes. On sera obligé de faire certaines approximations, nous verrons un peu. Lorsqu'une particule en mouvement, la particule peut être décrite par le moment de sa quantité, ou par le moment de sa quantité. On appelle aussi moment angulaire ou encore moment de L, moment de la quantité de mouvement, R, vecteur position, vecteur P, vecteur quantité de mouvement. On étant bien sûr la norme quantifiée et déterminée en prise l'action d'un champ magnétique. Les raies des atomes sont dédoublées. Et la composante Lz, si le champ magnétique sera dirigé sur la composante Lz est aussi quantifiée en nombre quantique magnétique. Donc, un système, on a dit un système à rotation. Lorsque l'électron tourne autour du noyau, en même temps, l'électron tourne sur lui-même. Le mouvement de rotation de cet électron sur lui-même peut être décrit en utilisant le moment cinétique, le moment angulaire de spin, SP. Puisque aussi bien les électrons que les protons sont en mouvement, on verra bientôt aussi le noyau.
Et ce mouvement de rotation peut être décrit par le moment angulaire. Ce moment angulaire est aussi quantifié par le nombre quantique de spin. Et bien sûr, comme dans le cas de mouvement pétalaire, mouvement spin, lorsque l'électron est soumis à un champ magnétique, bien sûr, sa composante long de X est quantifiée par ms. Bien sûr, le moment quantique de spin, le nombre magnétique de spin sont analogues au nombre quantique, au nombre magnétique. Mais la différence c'est que eux, ils peuvent être, Lm peut être entier, demi-entier ou entier. Donc on va utiliser ces résultats de rotation lorsqu'on va étudier les propriétés magnétiques symboliques. Pour S, bien sûr, pour l'électron, le neutron, on a un nombre quantique de spin semi-entier, S égale 1,5. Bien sûr, la projection du vecteur moment angulaire de spin suivant un axe dit positif ou dit négatif fait que on peut avoir les valeurs plus 1,5, mais ça provient de la projection du vecteur moment angulaire de spin. Les noyaux atomiques ont aussi un moment cinétique de spin. D'accord? Pourquoi? Parce que à l'intérieur du noyau, nous avons des protons et des neutrons, c'est-à-dire des nucléons. Donc le moment cinétique de spin du noyau est fonction du nombre de protons et de neutrons. Et bien sûr, là, le vecteur moment cinétique de spin des noyaux est la somme vectorielle des moments de spin, des moments magnétiques de spin, des moments cinétiques de spin des neutrons et des protons. Donc N, la norme caractérisant l'amplitude du moment cinétique de spin. Donc lui aussi de la fonction des nombres quantiques nucléaires, peut-être demi, et ça joue un rôle important dans la résonance magnétique semi-entier ou nul. Et normalement, comme on l'a dit précédemment, ce nombre quantique de spin est intrinsèquement lié à la valeur de A, c'est-à-dire le nombre de masse, et aux valeurs de Z et de N, c'est-à-dire aux valeurs de Z nombre de protons et N nombre de neutrons. Donc en résumé, on voit que si A est pair et divisible par 4, I est égal à 0. On va dire que les neutrons et les protons et les neutrons ne sont pas animés de mouvement, mais vectoriellement, si on fait la somme de le moment cinétique de spin, on se retrouve avec 0. Lorsque A est impair, I multiple de 1,5, et lorsque A est pair, divisé par 4, on a des entiers naturels. Je disais tout à l'heure que résoudre l'équation de Schrödinger pour les systèmes polyélectroniques ou polyparticulaires revient à tenir compte, à faire des approximations. Donc l'approximation de Paul-Oppenheimer permet d'avoir des solutions très proches de la réalité pour les systèmes multiparticulaires. Attention, pour les systèmes monoparticulaires, on a des solutions exactes, ce qui n'est pas le cas quand vous avez un système à plusieurs particules. Donc, on est obligé de faire des approximations, avoir des résultats très proches de la réalité. Je répète que la spectroscopie moléculaire est une discipline expérimentale. Les résultats sont expliqués à partir de la mécanique quantique. La mécanique, le principe fondamental entre guillemets de la mécanique quantique, c'est l'équation de Schrödinger. Il n'y a de solution exacte que pour les systèmes à une particule. Donc pour les systèmes à plusieurs particules, comme presque tous les atomes, on a besoin de faire des approximations. La complexité des systèmes polyélectroniques ou polyparticulaires est que l'hamiltonien dépend de tous ces opérateurs. L'opérateur énergie cinétique des électrons, opérateur énergie cinétique des neutrons, opérateur énergie potentielle d'attraction entre noyaux électrons, opérateur énergie potentielle de répulsion entre les électrons, opérateur énergie potentielle de répulsion entre les neutrons. Donc, pour faire ces approximations
de Born-Oppenheimer. Elles sont basées sur la différence de masse entre électrons et neutrons. Les neutrons étant, les noyaux étant beaucoup plus grands en masse que les électrons, bien sûr, la vitesse des électrons sera très grande devant celle des noyaux. Ceci suppose que l'on peut traiter séparément les mouvements des électrons du noyau, des électrons et des noyaux. On n'oublie pas que dans une molécule, on a plusieurs noyaux, on peut avoir plusieurs noyaux et plusieurs électrons. Donc, on suppose, un instant T1, c'est la première approximation, on suppose une configuration fixe des noyaux. Et on résout l'équation de Schrödinger afin de déterminer la fonction d'onde et l'énergie électronique. Fonction d'onde électronique et l'énergie électronique. Donc, on suppose une configuration. À l'instant T1, c'est fixe. On détermine les fonctions d'onde correspondantes. À l'instant T2, on détermine les fonctions d'onde correspondantes. Le processus est répété pour différentes configurations fixes des noyaux. Et bien, c'est fait. Configuration la plus stable sera celle qui correspond au minimum d'énergie. Ça, on l'a vu première année dans le principe de stabilité maximale d'énergie minimum. Structure, la configuration la plus stable, celle qui correspond au minimum d'énergie. Il y a plusieurs possibilités, mais la configuration la plus stable sera celle qui correspond au minimum d'énergie. Bien sûr, chaque cas, donc, on détermine dans chaque cas la fonction d'onde du noyau et la fonction d'onde des électrons. Et bien sûr, on en déduit la fonction d'onde du système. Le résultat, cette fonction d'onde-là permet d'avoir l'étude de l'état du système avec une très grande probabilité. Qu'est-ce que c'est que la spectroscopie moléculaire? C'est l'étude de l'échange d'énergie entre la matière et les radiations électromagnétiques. On soumet la matière à une radiation électromagnétique et on étudie ce qui se passe. En réalité, une radiation électromagnétique, c'est quoi? C'est la superposition d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction du mouvement. Bien sûr, le plan de polarisation sera le plan contenant eux et la direction de polarisation. Ici, par exemple, ici le plan de polarisation, voici, ici c'est le champ E, verticalement nous avons le champ E, et voici la direction, donc c'est ce plan-là qui sera pris comme plan de polarisation. Un rayonnement est dit monochromatique si aucune technique spectroscopique ne peut le séparer en deux radiations distinctes. Pour le moment, c'est cette définition. Si on n'a aucun appareil qui peut séparer une lumière en deux lumières distinctes, on dit qu'on a une radiation monochromatique. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est plus explicite. Si vous avez le champ E, B, champ magnétique, et ici, vous avez la direction de propagation, et donc voici le plan de polarisation. On caractérise très souvent, le rayonnement, sa fréquence, longueur d'onde ou sa période. Avec une relation entre les trois, lambda égale CT, lambda égale C sur nu. Donc lambda, dimension de longueur, V en S ou seconde moins 1. Mais attention, principalement, très souvent dans les spectres, nous avons utilisé le nombre d'ondes. L'inverse, longueur d'onde. La longueur d'onde a la dimension d'une longueur.